On va parler d'ailleurs, cette séquence elle est en partie mal intitulée parce qu'en fait on va beaucoup plus parler d'Europe et on en a parlé un peu dans la table ronde tout à l'heure. D'Europe et notamment de l'agenda législatif européen. Je vais attendre que voilà, Tania nous rejoigne. Et donc, pour cette session, j'aurai le plaisir d'être accompagné de Damien Carême. Damien, ancien maire de Grande-Synthe, eurodéputé aujourd'hui, Europe Écologie Les Verts, si je ne me trompe pas. Alors peut-être, déjà, je vais te commencer, je ne sais pas si c'est une présentation exhaustive ou s'il y a d'autres choses que tu veux rajouter à ta présentation, et peut-être raconter ton histoire et ton parcours, parce que tu as eu un parcours notamment avec la question de la migration, qui est assez riche. Oui, ça a commencé dès 2002. Grande-Synthe, c'est une ville dans la banlieue dunkerquoise qui est située à une trentaine de kilomètres de Calais. Et avec la fin du Sangatte, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, en 99, on a battu ce hangar à Sangatte où étaient des Kosovars. En France, on a beaucoup parlé de ça de cette manière-là. On a vu arriver les premières personnes, les exilés, qui voulaient passer en Grande-Bretagne et qui, du coup, s'arrêtaient sur la route qui amène à la Grande-Bretagne et s'arrêtaient à Grande-Synthe parce qu'on a l'autoroute qui amène à Calais, qui passe par la ville de Grande-Synthe. Et en plus, il y a une station-service sur la ville de Grande-Synthe, sur cette autoroute. Donc, en fait, les personnes s'arrêtaient sur un terrain et la nuit grimpaient dans les camions pour rejoindre la Grande-Bretagne. On a accueilli ces personnes. Enfin, au départ, il n'y avait pas... Il ne restait pas, enfin, ça a duré quelques heures, au plus 24 heures avant de trouver un camion et de repartir. Donc toi, à ce moment-là, tu étais maire. Ouais, j'étais maire depuis 1 an seulement, pratiquement. Donc jeune maire, ouais. et tu vois arriver ça. Je vois arriver ça assez... bon, j'allais dire, il y avait beaucoup d'autres problèmes dans cette ville, mais celui-là était quelque chose qui était à peu près géré, parce que les personnes ne restaient pas, et puis surtout, il y avait l'association Emmaüs qui était là, qui intervenait beaucoup, il y avait pas mal d'associations. Oui. On te voit là, c'est ta photo, bah oui. Oui. Il y avait pas mal d'associations qui accueillaient ces personnes-là, qui les prenaient en charge. Il y avait Médecins du Monde aussi qui intervenaient énormément. Donc voilà, et il n'y avait qu'une dizaine de personnes qui étaient là à la fois, donc il n'y avait pas de sujet en tant que tel. Ça a duré comme ça, alors on a tout de suite mis en place une collaboration avec les associations pour voir si elles ne manquaient de rien, etc. Jusqu'en 2008, en fait, ça a duré. En 2008, il y avait une 40-50 personnes qui étaient là. Hiver très rigoureux, il y avait fait -15 l'hiver 2008. Il neigeait et pour la première fois, on voyait des femmes et des enfants parmi ces exilés qui arrivaient sur le terrain. Et là, la directrice de l'association Emmaüs, Sylvie de Joncker, m'appelle en disant, j'étais en vacances, moi, entre Noël et Nouvel An, elle m'appelle en disant, Damien, il fait froid, il y a des femmes, des enfants, il va y avoir des morts, il faut faire quelque chose. Donc moi, j'appelle mes services immédiatement, on met en place une tente chauffée pour que ces personnes puissent être là sur le terrain. Elles ne voulaient pas être dans des appartements, elles voulaient rester là pour pouvoir rentrer dans les camions rapidement. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à monter en charge progressivement notre prise en charge. Ça a duré pendant des années jusqu'à l'été 2015, où en juillet, ils étaient une cinquantaine de personnes sur le terrain, et au mois d'août, elles étaient 185, c'était le conflit syrien. Et ça a augmenté comme ça de mois en mois jusqu'au mois de décembre où elles étaient 2500. Pour une ville de 24 000 habitants, le ratio était extrêmement important. Et surtout, des conditions de vie qui étaient complètement indignes parce que ce terrain n'était pas prévu pour ça. On arrivait dans l'automne avec la pluie, ils vivaient sous des toiles avec des bras zéro, il y avait des rats, il y avait la gale généralisée, il y avait des suspicions de tuberculose. Il fallait qu'on fasse quelque chose. Et là, j'ai interpellé l'État à ce moment-là. Ce que j'allais dire jusque-là, toi, tu es maire, mais est-ce que tu as un soutien de l'État, une aide, la logistique, non, j'avais même des bâtons de l'œil roux du sous-préfet qui me disait que j'allais créer un appel d'air en mettant des tentes, que je serais responsable s'il y avait de l'insécurité sur le camp, c'est moi qui serais responsable parce que c'est un terrain privé qui appartenait à la ville. Il n'interviendrait pas, donc il me laissait responsable. Et il faisait peser la menace du pénal, en fait, sur mes épaules. Bon, on a fait des choses, c'est tout, on a accueilli ces gens et moi j'ai aucun regret par rapport à ça. Donc non, on n'avait pas l'État. En septembre 2015, c'est au moment où Valls, Premier ministre, demande à des maires d'ouvrir des structures pour accueillir les Syriens qui arrivaient. Donc moi j'appelle le gouvernement et je leur demande mais qu'est-ce que vous faites pour m'aider en arrivant dessus. Finalement rien.
C'était en plus la période. Alors, la seule chose qu'ils ont fait, c'est amener des forces de l'ordre pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème, alors qu'on n'avait pas eu de problème jusqu'à maintenant. Et sauf que au mois de novembre, le 13 novembre, c'est les attentats du Bataclan. Et en 1 heure de temps, toutes les forces de l'ordre sont parties parce qu'elles avaient d'autres priorités. Et donc, on s'est retrouvés comme ça, comme des couillons. Il fallait faire quelque chose. Pas de réponse du gouvernement. Donc, on appelle Médecins sans frontières et on a construit un camp pour accueillir ces personnes de manière un peu plus digne. C'est-à-dire, moi, je préconise pas de faire des camps, mais quand on est sur une urgence humanitaire comme celle-là, on n'avait pas le choix. Donc, on a fait un camp aux normes du Haut Commissariat aux réfugiés où on faisait des unités de vie. Et par unité de vie, il y avait des toilettes, des douches, de la distribution alimentaire. Il y avait un lieu médical avec Gynécologie sans frontières, Médecins sans frontières, Médecins du Monde. Il y avait Dentistes sans frontières. Il y avait un coin où il y avait plein de bénévoles qui apprenaient la langue anglaise aux personnes qui arrivaient. Il y avait un Women's Center pour les activités des femmes. Il y avait plein d'activités pour les enfants derrière. Enfin voilà, c'est quelque chose, c'est une aventure humaine extraordinaire qu'on a vécue là. Voilà, c'est comme ça que j'ai été confronté à cette problématique migratoire. Alors peut-être juste deux questions qui viennent effectivement sur cette expérience-là. Et je te passerai la parole, Tania, après. Et on parlera de ton expérience européenne dans un second temps. Mais peut-être déjà, donc tu as fait ça en tant que maire. Comment l'ont vécu tes électeurs, tes administrés, je ne sais pas comment on se dit, mais comment l'ont vécu les habitants de Grande-Synthe? Ça, c'est la première question. Et peut-être la deuxième question qui est quelle relation de l'Angleterre? Parce qu'on l'a compris, ça, c'est des personnes du coup qui ne souhaitent pas rester en France, qui souhaitent aller en Angleterre. Quelle réponse de l'Angleterre? Est-ce que toi, tu as eu des liens avec eux? Est-ce que les autorités anglaises? Non, ce que je sais par le préfet du Nord de l'époque, c'est que les Anglais n'étaient pas très contents du camp que j'ai fait parce qu'ils pensaient que ça allait attirer plein de gens et qu'on allait avoir plein d'entrées en Grande-Bretagne. Le camp n'existe plus depuis 2017. Il n'y a jamais eu autant d'entrées en Grande-Bretagne que depuis aujourd'hui. Donc on voit bien que ces délires sur l'appel d'air, sur l'organisation des choses, ça ne tient pas la route. Et de toute façon, ce que tu disais, c'est qu'en fait, c'est des gens qui étaient là parce que déjà, ils voulaient aller en Grande-Bretagne. Bien sûr, parce qu'ils avaient de la famille. En gros, ils ont de la famille qui veulent rejoindre là-bas. Il y a une grosse diaspora, c'était irakienne à l'époque, ou kurde en Angleterre. Il n'y a pas de papier d'identité en Angleterre. Donc une fois qu'on est là-bas, on peut aller travailler, on n'est pas embêté dans la rue parce qu'il n'y a pas de moyen de contrôle d'identité, etc. Donc il y a plein de choses. Et puis après tout, c'est pas à moi de juger pourquoi ils veulent aller en Angleterre ou pas. C'est leur choix. C'est déjà un choix extrêmement difficile de quitter son pays. Ça, je pense que personne ne quitte sa famille, son origine, sa culture, son pays, tout pour partir sur la route sans rien, en prenant des risques sur la route migratoire, etc. Donc s'ils veulent aller en Angleterre, je pense qu'ils ont une bonne raison. C'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui ont préféré aller en Suède, il y en a qui allaient en Allemagne, ailleurs, mais un certain nombre voulaient partir en Angleterre. Pourquoi je l'ai fait? Parce que c'est pas pourtant une compétence d'un maire, mais je l'ai fait parce que l'État n'était pas présent. Et surtout, j'ai beaucoup communiqué avec ma population. Ça rejoint un peu la fin du débat que j'ai entendu tout à l'heure, de l'autre table ronde. On a un vrai problème de présentation du sujet aux habitants et aux Français, aux citoyennes et aux citoyens. Et moi, j'en ai parlé avec mes habitants. Je leur faisais un compte-rendu régulièrement des démarches que j'entreprenais, qui étaient ces personnes, etc., etc. Combien ça coûtait, mais c'était la transparence totale. J'ai jamais eu un tract, jamais eu une manifestation de la population. J'ai pas eu ce qu'on commence à voir aujourd'hui de fachos qui viennent, qui attisent tout le monde derrière. On a eu Marine Le Pen qui s'est pointée un jour à l'entrée du camp, on lui a interdit de rentrer, c'est un terrain communal, j'ai le droit de lui interdire de rentrer. Elle n'avait pas à rentrer sur ce camp-là pour attiser les choses, alors que tout se passait bien. Donc voilà, on n'a pas eu de réaction. Et encore le meilleur résultat, c'est celui des urnes. En 2017, élection présidentielle, moi on me disait, l'extrême droite, ils vont exploser leur score sur ta ville avec ça. On est la seule ville entre Dunkerque et Lille, 80 km, à ne pas avoir mis Marine Le Pen en tête du premier tour des élections présidentielles. Tous mes collègues des villes autour, derrière, qui disaient « mais t'es fou, t'es complètement malade », etc., ils ont eu Marine Le Pen en tête du premier tour de la présidentielle. Et ça, c'est pas le maire qui dit ça pour se faire plaisir, vous pouvez aller voir les résultats dans le quotidien local, vous verrez ce qui s'est passé à ce moment-là. Tania, tu es chercheuse. Je vais te laisser te présenter. Toi-même. Tu es spécialiste notamment en droit européen. Est-ce que déjà peut-être on a beaucoup parlé. Loïc était le premier chercheur qui est intervenu, mais on a eu Emeline aussi avant. Est-ce que tu peux nous dire peut-être comment est-ce que tu es rentrée dans cette démarche, par quelle angle, par quel biais, qu'est-ce que tu penses de cette démarche et globalement de l'état du débat sur l'immigration en France? Merci déjà pour l'invitation, je suis ravie d'être là, de passer après Damien. Donc moi je suis effectivement chercheuse en droit européen et je m'intéresse pas mal aux questions de désinformation,
avec plusieurs associations, dont une association de legal checking qui s'appelle Les Surligneurs et une autre qui se concentre vraiment sur la question de migration qui s'appelle Desinfox Migration. Et en fait, je me suis spécialisée dans la protection des droits fondamentaux. Et au niveau européen, c'est surtout le droit d'asile qui est intéressant. Et je suis aussi devenue par la suite assesseure à la Cour nationale du droit d'asile. Donc j'ai vraiment cette approche spécifique sous l'angle des droits fondamentaux. Ce qui, moi, m'intéresse dans la démarche, dans la question de la lutte contre la désinformation et dans la démarche de la Convention citoyenne, et je pense que ça rejoint ce que dit Damien, c'est qu'en fait, on constate en tant que chercheur qu'il y a un vrai décalage entre ce que nous, on voit dans la recherche, ce qu'on peut avoir comme approche, ce que pensent les citoyens potentiellement et ce que font les politiques. Il y a un énorme gap entre les deux. Et typiquement, à l'appel d'air, il y a pas mal d'études qui disent qu'il n'y a pas de raison pour qu'il y ait un appel d'air parce qu'en fait, les politiques dans le pays d'accueil n'influencent pas le départ de la personne. Je crois qu'il y a un consensus là-dessus, c'est que les gens ne quittent pas leur pays d'origine parce que potentiellement il y a l'aide médicale d'État en France, par exemple. Parce qu'il y a une tente à grande sainte, effectivement. Exactement, c'est plutôt des stratégies de passeurs qui deviennent plus élaborées, des parcours d'exil qui deviennent plus coûteux. Et donc finalement, le jeu des politiques de sécuriser, de construire des murs, des barbelés, finalement, ça favorise davantage cette criminalité des passeurs qui devient un business très très juteux à cause de cette approche très fermée, et qui n'est d'ailleurs que fermée en réalité. Donc nous, on a eu aussi une démarche de tribune où on a justement dit, les chercheurs sont d'accord, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas d'appel d'air quand on a une politique d'accueil, il n'y a pas de submersion migratoire actuellement, et on a réussi à réunir 400 signataires. Et 400, c'est assez... Ce qui est beaucoup, c'était tous des chercheurs, enfin c'est le monde de la recherche, c'est pas... Exactement, de toutes les disciplines, des démographes, des économistes, des politistes, des juristes, des sociologues, vraiment. Et donc on pensait avoir 200 signataires, on aurait été heureux. On a eu le double et sans qu'il y ait aucune contestation sur le texte, ce qui n'est pas toujours évident dans le milieu de la recherche, parce qu'on a envie de préciser, de venir un peu expliquer toujours. Les chercheurs sont des gens très précis, donc chaque mot, effectivement... Tout à fait. Et donc c'était pas le cas, et c'est un moment important de voir que nous, on est d'accord, et les politiques, pour autant, se concentrent sur cette idée de nécessité de fermeté qui n'a en fait aucun fondement. Dans nos recherches, on dit que ça n'a aucune raison d'être, cette fermeté, si ce n'est de plaire à un électorat d'extrême droite. Et le pire, je trouve, c'est que le discours politique, alors c'est pas ma compétence de recherche, mais quand même le discours politique est de dire mais on est obligé de faire ça parce que sinon l'extrême droite passe. Mais en réalité, plus c'est fait, plus l'extrême droite a de place. Et c'est montrer aux électeurs d'extrême droite qu'ils ont raison d'avoir peur en fait de jouer ce jeu-là. Et donc du coup, on s'est mis dans un cercle vicieux dont on a l'impression qu'on n'arrive pas à sortir et qui n'a vraiment, je le répète, pas de fondement. L'idée de la submersion migratoire, je ne comprends même pas à quel moment ça peut être une réalité. Les politiques françaises ou européennes se concentrent sur une toute petite portion de la population française qui sont principalement les personnes en situation irrégulière. Parce que l'objectif, c'est de dire il faut les expulser. Mais les personnes en situation irrégulière, c'est quoi ? C'est moins d'1% en France. Et au nombre de détections annuelles en Europe, c'est 0,025% de la population européenne. Et on ne parle que de ça au niveau des politiques. Alors qu'il y a tellement d'autres choses à faire sur les questions de migration. Alors, il y a un autre sujet, et encore une fois, je ne sais pas si tu as les réponses, mais qui a été notamment mentionné plusieurs fois par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui faisait et par d'autres, mais qui en gros pointait le lien entre insécurité, délinquance, je crois qu'il avait utilisé le terme délinquance et immigration, avec des statistiques, alors qu'on depuis était là assez largement contesté, mais sur le nombre de personnes étrangères, j'essaye d'être précis dans mes mots, tu me corrigeras si besoin, étrangères dans les interpellations. Alors ça, c'était un chiffre qui a été ressorti, il y avait cette histoire de 55% de personnes interpellées sont étrangères à Paris. Donc effectivement, ce n'est pas les personnes condamnées. Parce que là, c'est interpellé, exactement. C'est les personnes interpellées. Donc si on interpelle d'un coup 10 personnes qui sont en état de mendicité, ça fait, ça augmente les chiffres. Et c'était à Paris. Et évidemment, il y a une surreprésentation en raison du tourisme, parce que les victimes aussi sont il y a 35% de victimes qui sont étrangères. Donc il y a une corrélation logique. Et surtout, derrière le mot étranger, c'est non français.
Donc c'est une réalité très 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 large. Tous les ressortissants européens, moi je suis née en Allemagne, probablement je suis dans le compte étrangère, enfin voilà, c'est très large. Donc, Oui, parce qu'ils ne précisaient pas si c'était des gens qui avaient une nationalité étrangère, qui étaient binationaux, qui étaient... Étrangère, pour eux, c'est non français. Donc effectivement, après, il y a toujours des questionnements qui se posent, mais quoi qu'il arrive, tous les ressortissants européens, des personnes avec visa, des touristes, enfin voilà, tout ça compte bien entendu. Après, il est vrai que donc on a à peu près 7% de la population en France, un tout petit peu plus, qui est étrangère. Là, à nouveau, ça compte les ressortissants européens. Oui, je fais juste le mini distinguo parce qu'effectivement, l'étude de l'INSEE disait que pour la différence entre immigré et étranger, tu mets encore une fois, je parle sous ton contrôle, une personne qu'on appelle immigré, c'est quelqu'un qui est né étranger à l'étranger, indépendamment du fait qu'elle ait acquis la nationalité française depuis. Et toi, tu parles des personnes étrangères, donc c'est les personnes qui n'ont pas la nationalité française et qui vivent sur le sol français. Alors, ou qui vivent pas d'ailleurs, en l'occurrence. Qui vont englober aussi la catégorie immigrés. En fait, la proportion d'immigrés effectivement qui ont été naturalisés français, ça atteint 10%. Donc encore une fois, c'est mon cas. Moi, je suis née en Allemagne, mais j'avais la nationalité, mais genre juste après. Et française, j'ai les deux, et donc voilà, ça compte dans les statistiques. Mais donc sur ces 7, on va rester sur les 7%, disons, qui n'ont pas été naturalisés, qui n'ont pas acquis la nationalité française en tout cas. Donc 7%, et effectivement, il y a quand même une surreprésentation des personnes condamnées étrangères, puisqu'il y a 15% à peu près de personnes condamnées étrangères. Et donc ça, c'est une réalité. Cela étant, pourquoi est-ce qu'elles sont condamnées ? Eh bien, pour la plupart du temps, c'est pour des raisons liées à leur situation précaire. C'est-à-dire ils sont condamnés pour des vols, pour l'absence de papier, du travail en situation irrégulière. Donc, en fait, sur des raisons précaires. Et il y a des études qui paraissent régulièrement et qui rappellent qu'en fait, une meilleure insertion sur le marché du travail fait baisser cette problématique-là. Et en plus, il y a aussi d'autres études qui démontrent qu'il y a un biais sur les condamnations des étrangers. C'est-à-dire que des étrangers sont condamnés plus lourdement, plus longuement que des Français. Donc en fait, si on arrivait à les intégrer davantage, notamment sur le terrain économique, eh bien, cette surreprésentation pourrait largement diminuer. Et sur la question des interpellations, j'avais lu aussi une étude qui disait qu'en fait, comme interpellé ne veut pas dire condamné, on l'a vu notamment au niveau des manifs sur la retraite, il y a beaucoup de gens qui ont été interpellés, et très peu qui ont eu des suites judiciaires d'ailleurs, mais qu'effectivement, il y a aussi la problématique du contrôle aux faciès, où en fait on interpelle plus les gens qui ne sont pas blancs, puisque c'est ça la réalité, et ben en fait il va y avoir une surreprésentation dans les interpellations, sans forcément que ce soit corrélé à... Exactement. Peut-être je surveille l'heure parce que tu dois nous quitter d'ici pas très longtemps. Tu es également juriste en droit européen. Et donc du coup, on va parler notamment d'Europe, de l'Union européenne, puisque c'est une compétence que vous avez tous les deux. On a beaucoup parlé de l'actualité française jusque-là, parce que c'est aussi un biais qu'on a. En France, on regarde beaucoup ce qui se passe en France, alors qu'en fait, au niveau de la législation, il y a énormément de choses qui se font au niveau de l'Union européenne. Et on en parle, vous me dites si je me trompe, mais on en parle beaucoup moins, voire extrêmement peu. Voire pas du tout. C'est quoi l'actualité législative européenne au niveau de l'immigration? Je vais peut-être commencer par Tania, parce qu'elle doit nous quitter après, mais même si effectivement on en parlera après avec toi, Damien. Alors Damien est dans le cœur de l'action, donc effectivement il pourra évoquer les détails, mais c'est vrai que c'est intéressant en fait, notamment les questions d'asile ont été mises en commun entre les pays, et donc une grande partie de la législation, elle est décidée par l'Union européenne. Et là, il y a eu des débats en France sur un projet de loi adopté immigration-asile. Et donc, au niveau du contexte, ça interrogeait parce que finalement, si la réforme européenne est adoptée avant 2024, il faudra peut-être à nouveau une nouvelle réforme française. Donc, ça voudrait dire qu'on aurait des législations tous les 6 mois en matière d'asile et d'immigration, enfin d'asile en tout cas. Et donc, c'est assez particulier. Alors, je pense que Damien rentrera dans le détail, mais le problème de la politique française et de la politique européenne est le même. C'est-à-dire que la politique européenne ne prend qu'une orientation et qu'une direction, comme en France, qui est celle de la sécurité et de la fermeté aux frontières. La différence, c'est que l'Union européenne, c'est Schengen, c'est une construction qui a permis de faire disparaître des frontières à l'intérieur, mais en contrepartie a rassuré les États en disant on renforce à l'extérieur les contrôles. Et donc leur point d'entrée, disons, dans les questions d'asile et de migration, c'est de dire rassurez-vous, les frontières extérieures continuent d'aller bien. Et donc tout ce qu'ils font, c'est continuer à dire regardez, on travaille sur les frontières extérieures. Et
ce qui est dommage, c'est que l'Union européenne a les moyens de changer complètement de position, elle a les outils juridiques pour le faire, mais s'en saisit pas. Je vais laisser Damien peut-être justement dire comment l'Union européenne ne s'en saisit pas. Non seulement elle ne s'en saisit pas, mais l'Europe devient extrêmement dure en matière migratoire. On a, vous le savez, un certain nombre de gouvernements aujourd'hui avec l'extrême droite, avec Meloni en Italie, mais en Suède aussi. Aujourd'hui, on a une alliance de droite poussée par l'extrême droite. On a l'Autriche dans lequel il y a l'extrême droite. On a la Hongrie, on a la Pologne, on a la République tchèque. Tous ces pays-là ne sont pas vraiment des pays accueillants aujourd'hui, même si je mets un bémol sur l'Autriche qui finalement dit beaucoup de choses en façade, mais accueille pas mal en nombre. Et on a une Europe qui veut effectivement se renformer, durcir les règles. Et on a eu donc en septembre 2020 la Commission européenne qui nous a proposé un ensemble de textes législatifs pour réformer la politique de migration et d'asile au niveau européen. Et on a travaillé jusqu'à mardi dernier sur l'ensemble de ces textes-là. On les a adoptés mardi. Et maintenant, puisque c'est l'Europe, c'est de la co-législation, il faut que le Parlement et le Conseil, donc les représentants des gouvernements, se mettent d'accord sur un texte, un peu comme en France, on a l'Assemblée et le Sénat, pour qu'une loi soit votée. Et là, c'est la même chose, c'est de la co-législation. Donc on va entamer ce dialogue avec les représentants des États membres. Ça va être compliqué. Et non, pardon, je suis désolée, j'allais dire juste ce qui était intéressant, c'est dans le pacte en septembre 2020, il était question d'ouvrir l'immigration économique, il était question d'avoir une réflexion beaucoup plus générale et beaucoup plus globale sur l'aspect migration. Il y avait des débats sur sécuriser les voies d'arrivée, parce que c'est un vrai problème, les personnes qui meurent pour venir en Europe, c'est quand même incroyable aujourd'hui en 2023. Et ça, à la poubelle, quoi. Ouais. Ça a complètement disparu. Il y avait quelques éléments positifs, effectivement, dans les textes de la Commission qui ont disparu au cours des discussions entre les représentants des groupes parlementaires, hein, parce que c'est comme ça qu'on fait. Il y a différents textes, on se les partage, et il y a un représentant de chaque groupe politique qui fait la négociation au nom de son groupe, et après, on présente en vote aux commissions les textes qui ont été préparés comme ça. Ça a duré 2 ans et demi de négociation, donc c'était long, parce que c'était difficile. Moi, je m'occupais particulièrement pour les écologistes européens de la réforme de ce qu'on appelle le règlement de Dublin. Je schématise, le règlement de Dublin, c'est celui qui dit que c'est le premier pays dans lequel arrive l'exilé qui est chargé d'examiner sa demande d'asile. Ce qui fait qu'on a en Grèce, en Italie, en Espagne, des camps surpeuplés, surtout en Grèce d'ailleurs, des camps où en plus on enferme les gens alors qu'ils n'ont commis aucun crime. Ils arrivent en Europe pour demander l'asile. Donc ils ont rien fait. Et Tania pourrait le dire, aujourd'hui, les droits fondamentaux sont malmenés en Europe, où vraiment on les met aujourd'hui, et la Grèce en parle comme ça, de centres fermés le temps qu'on examine leur demande d'asile. Bah justement, Tania, puisque Tania doit nous quitter à 18h et que c'est dans 2 minutes, peut-être un petit mot justement sur à la fois ces centres de rétention et peut-être Dublin, parce que le protocole de Dublin. Alors, Dublin, ouais. En 2000 règles, c'est compliqué. L'idée initiale est, disons, un minimum cohérente. Hein. Si on met en commun l'asile, si un État, un pays doit être responsable de traiter pour les autres, il faut savoir lequel. C'est ça l'idée de Dublin à la base, donc ok, pourquoi pas. Sauf que, honnêtement, les demandes d'asile, une personne peut avoir vu sa demande d'asile rejetée par 3 pays et demander quand même l'asile en France, donc du coup on voit pas très bien l'intérêt de dubliner. On a juste pour illustrer ça. Un Afghan qui demande l'asile en Bulgarie, il a 2% de chance d'obtenir l'asile, il avait 90% de chance en France. Donc on voit bien les disparités, ce qui fait qu'à un moment, dans un pays, on ne lui donne pas l'asile et que dans un autre, on lui donne. Donc l'incohérence totale. Et il n'y a pas de rejet en fait pour cette raison. Donc on se dit pourquoi en fait s'embêter à faire un système qui est compliqué, qui est coûteux, Dublin, qui est un peu oppressant pour les personnes. Et il y a cette idée surtout qui est tabou, dont on a l'impression qu'on ne peut pas parler. Pourquoi les gens n'ont pas le droit de choisir où ils vont en fait? Pourquoi c'est les pays qui décident pour eux quoi? Et donc on a l'exemple des Ukrainiens. Personne n'a décidé pour eux où ils allaient. 8 millions d'Ukrainiens absorbés tranquillement. Et là, 300 000 personnes et quelques par an, il faudrait qu'on décide. L'Ocean Viking, c'est 300 personnes sur un bateau. C'est la catastrophe de savoir qui doit recevoir cette demandeur d'asile et qui doit traiter la demande d'asile. Parce que tu disais, les Ukrainiens, c'était 8 millions sur l'Union européenne, c'est ça? Ouais, mais sans problème, quoi. Franchement, c'est incroyable, en fait. Alors, en fait, à partir du moment où vous êtes demandeur d'asile, il y a la nécessité d'être hébergé et d'être nourri. Donc, c'est sûr que ça déclenche
des moyens financiers. En France, on avait 156 000 demandeurs d'asile l'année dernière, c'est ça. Donc, ce qui est pas excessif non plus, en fait, à l'échelle de notre pays, quoi. Et ces Dublinés, là, qui sont dans une zone floue encore aujourd'hui. Et donc, voilà. Le bilan, c'est en tout cas pour moi de dire, est-ce qu'on ne peut pas juste s'arrêter là-dessus et juste dire, eh ben, très bien, allez où vous avez envie d'aller, et puis le pays traite votre demande, et puis on verra, quoi. Mais passer à l'as du blanc, je crois que c'est pas ce qui se passe, malheureusement. Mais c'est quand même le seul texte là, à ce jour, sur lequel on a eu des progrès par rapport à la situation Je actuelle. t'interromps 2 secondes, on va libérer. Tania, juste comment on peut te suivre pour les gens que ça intéresse de suivre tes travaux? Écoute, c'est vrai que nous les chercheurs, on n'est pas très, on publie pas beaucoup nos travaux. Ah non, vous les publiez, mais pas sur les réseaux. Voilà, ça, on les médiatise même très peu, c'est dommage. Non, mais je suis sur Twitter, donc pas de souci, on peut me contacter sur Twitter. Très bien, merci beaucoup Tania. Et des infos migration. Et tout à fait, et des infos migration. Merci. Damien, je te laisse continuer, je suis désolé de t'avoir coupé. Non, je disais sur les différents textes qu'on a adoptés mardi, celui sur lequel il y a des progrès par rapport à la situation actuelle, c'est celui justement sur le règlement de Dublin. Parce qu'on a renforcé un certain nombre d'éléments, notamment la notion de rapprochement familial, pour dire, si une personne arrive et qu'elle prouve tout de suite qu'elle a un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, un frère, une sœur ou ses parents dans un pays, qu'on puisse transférer tout de suite cette personne dans ce pays, qui sera chargé d'examiner la demande d'asile de la personne une fois qu'elle sera là-bas. Ce qui fait que ça désengorge les pays de première entrée, et ce qui fait que ça permet à la personne d'arriver dans un endroit un peu plus serein pour elle, et ça évite, parce que les États membres sont aussi omnibulés par ça, ce qu'ils appellent les mouvements secondaires, c'est-à-dire on passe d'un pays à l'autre alors qu'ils n'ont pas le droit de passer d'un pays à l'autre avant un certain nombre d'années. C'est parce qu'en fait on les force à aller à certains endroits où, comme on ne leur donne pas l'asile, ils partent et puis ils vont dans le pays finalement où ils souhaitent aller. Donc ça c'est à peu près le seul texte dans lequel je me suis battu et j'ai obtenu des avancées. J'ai fait en sorte qu'il n'y ait à aucun moment de la privation de liberté de ces personnes-là, parce que pour moi c'est fondamental. 2, qu'il n'y ait pas d'accord avec les pays tiers, parce que souvent là maintenant c'est aussi la grande... On va passer avec des accords avec les pays d'où viennent ces personnes-là pour faire en sorte qu'ils les gardent chez eux. Et ça, c'est vraiment c'est le néocolonialisme, non pas que français, mais européen aujourd'hui. En fait, on va se mêler des affaires intérieures de ces pays membres-là. Et je trouve ça, moi, odieux et scandaleux. Par contre, on entend dire, oui, mais on a quand même besoin de médecins, d'ingénieurs, etc. Mais on va prendre les bons et on va laisser ce qu'on estime être les pas bons derrière. Mais ça, c'est vraiment, encore une fois, quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc on a réussi à freiner tout ça. Et on a obtenu aussi un élément qui manquait beaucoup, c'est la relocalisation obligatoire de ceux qui arrivent, qui sont secourus en mer. On l'a vu dans l'actualité récente que ça peut poser grand problème. Et si l'Italie ou d'autres pays refusent de les prendre, c'est parce que souvent, quand ils arrivaient, il n'y a aucun pays qui disait moi je suis prêt à les accueillir pour le prendre. Donc à un moment, quand ça arrive régulièrement, comme c'est le cas, encore une fois, parce qu'on n'a pas d'autre route que de prendre des risques en traversant la mer, et du coup là c'est une relocalisation obligatoire dans un certain nombre d'États avec un certain nombre de critères à définir. Relocalisation obligatoire, ça veut dire que les États sont obligés d'accepter... Ouais. Ils seront obligés d'accepter que cette fois-ci, c'est eux qui seront responsables. La fois d'après, ça sera un autre, etc. Avec une répartition sur la moyenne de personnes accueillies, le PIB du pays, etc., etc. Donc voilà, il y a des critères qui sont justes, qu'on a mesurés et qui sont justes. Voilà, ça, c'est des choses qu'on a obtenues. Sinon, dans tous les autres textes, ils étaient vraiment pas bons. Au total, on a compté que quand on cumulait l'ensemble, donc il y avait 4 textes qu'on a adoptés lundi, et il y en avait eu 2 autres qui avaient été adoptés avant. Sur l'ensemble des textes, quand on les met bout à bout, finalement, quand une personne arrive, on pourra l'enfermer de manière reconnue et autorisée pendant 10 mois sans que ces personnes aient commis quoi que ce soit. Donc c'est enfermé. Ça veut dire qu'en fait on les met dans un... on les enferme, on les met dans des centres fermés, on les prive de liberté, alors qu'en fait ils ne font qu'une chose, c'est d'arriver sur notre continent pour faire une demande d'asile parce que c'est la guerre chez eux, parce qu'il y a des terroristes, parce que leur vie est menacée, parce que plein de choses qui arrivent derrière. Et moi, ça je trouve que c'est les fondements de l'Europe qui s'écroulent. C'est vraiment une représentation de l'Europe qui tombe complètement aujourd'hui. Et justement, peut-être, il nous reste 2 minutes, mais comment est-ce qu'on débat de ces sujets-là à 27 pays, à des députés de autant de nationalités, avec autant en plus de partis politiques différents, etc., et des groupes politiques européens? Ça se passe comment, les débats, pour toi qui es passé de maire d'une commune pas si grande que ça à député européen?
c'est difficile, c'est des discussions effectivement politique sur le fond. Et moi, par exemple, sur le rapporteur, celui qui menait la plume sur ce texte-là, c'était un Suédois qui est d'ailleurs patron d'un parti de droite suédoise qui aujourd'hui est dans le gouvernement qui est appuyé par l'extrême droite. Donc l'orientation du texte, elle est pas simple. Et d'ailleurs, les deux groupes d'extrême droite du Parlement européen qui étaient dans la négociation étaient complètement d'accord avec son texte. La représentante de Renaissance, donc des libéraux européens dans lequel siègent les macronistes chez nous, était aussi dans cette tendance-là avec cette droite-là. Et on tenait bon avec toute la gauche. Donc on a vraiment réussi là à changer et à faire évoluer le texte, parce que quand même le rapporteur s'est dit si on vote ce texte uniquement avec la droite, l'extrême droite, ça va pas être bon. Donc il voulait s'allier un certain nombre d'autres groupes derrière, et ce qui fait que ça a ouvert la négociation. Mais maintenant il y a une étape qui va être extrêmement compliquée, c'est celle où on va aller négocier avec les États membres, et là ils risquent de vouloir supprimer des avancées. On le rappelle effectivement, le Parlement européen n'a pas le même poids que l'Assemblée nationale en France au niveau des institutions, c'est-à-dire qu'il n'est pas quelque part une fois que c'est pas lui qui a le dernier mot. Voilà, c'est pas lui qui a le dernier mot. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois que l'Assemblée nationale vote un texte, après il est promulgué. Enfin, il y a le Conseil constitutionnel, mais alors qu'au niveau de l'Union européenne, ça se passe pas comme ça. Non, il faut que les deux, donc les États membres et le Parlement, soient d'accord sur un texte, est-ce que ça soit ce texte. Mais ce qui est intéressant, et c'est ce que vient de dire Tania, c'est que ce sont des règlements, et qu'un règlement européen, il rentre de fait dans la loi des États membres. Oui. Donc, M. Darmanin a beau essayer de faire des choses, il y aura des choses qui vont s'imposer à la France, et il y a quand même 4 règlements différents dont il va falloir tenir compte pour mener en France, si on veut les changer, des politiques migratoires comme il le pense. Merci beaucoup Damien Carême. Une dernière question sur comment est-ce qu'on suit tes travaux ? Alors pareil, j'ai un site internet, je ne sais plus, mais googlisez et vous allez tomber. J'ai un compte Twitter, j'ai Instagram, Facebook, pour tous les âges. Voilà, c'est ça. Et en tout cas, il y a eu beaucoup de messages dans le chat qui étaient impressionnés par ton parcours. Donc voilà, je tenais à te les transmettre. Merci beaucoup Damien Carême d'avoir parlé avec nous de ces sujets.